Dans le tennis moderne, 3 grandes surfaces dominent. Le gazon, la terre battue et le dur. Chaque revêtement est différent. Chaque rebond, chaque coup de raquette, chaque glissade. Dessus, 3 légendes y avaient délimité leur territoire. Nadal sur terre battue, Federer sur gazon et Djokovic sur dur. Au fil du temps, d'autres types de cours ont existé, dont un en particulier qui a mis à mal ces 3 monstres du tennis et qui, en 2012, est resté dans l'histoire pour de très mauvaises raisons. Alors, quelle est donc cette surface si controversée ? Pourquoi a-t-elle disparu aujourd'hui ? C'est ce que nous allons découvrir. Depuis sa création en 2002, ce Masters de Madrid, c'est un peu le tournoi des premières fois inoubliables. La victoire de Nalbandian en 2007, éliminant consécutivement Nadal, Djokovic et Federer, seul joueur à avoir réussi cet exploit. La demi-finale épique entre Nadal et Djokovic en 2009, première édition sur terre battue. Le premier choc entre Nadal et Alcaraz en 2021, mais aussi face à Novak Djokovic en 2022, qu'il renverse au terme d'un match extraordinaire. Ici, on y marque le tennis de son empreinte. Et ça a toujours été également le credo de son organisation, laisser une trace indélébile, mais d'une manière un peu différente. En 2004 par exemple, alors que le tournoi se joue encore en indoor sur dur, une décision va provoquer une véritable polémique. Les traditionnels ramasseurs de balles disparaissent au profit de mannequins féminins et mettant en avant une célèbre marque de vêtements. Ces top modèles ne sont d'ailleurs présentes que pour les plus gros matchs, ceux qui sont retransmis à la télévision. Une initiative qui ne passe évidemment pas inaperçue et qui divise le monde du tennis. André Agassi, immense star de l'époque, affirme et à juste titre que ce n'est pas la meilleure publicité pour le tennis. La polémique dépasse rapidement le simple cadre du tournoi. Elle remonte jusqu'aux autorités politiques et le gouvernement espagnol finit même par s'exprimer. Ces mannequins sont perçus comme de simples éléments décoratifs, un divertissement pour les spectateurs et pour les joueurs. En temps normal, n'importe quelle organisation aurait mis un terme au projet pour éviter une gronde encore plus importante. Et bien dans notre cas, c'est totalement l'inverse. Le directeur du tournoi, Gérard Tsobanian, ne change pas de cap pour autant. Après tout, son coup de communication a parfaitement fonctionné. Tout le monde parle du tournoi, alors pourquoi s'arrêter là ? Pour répondre aux critiques qui dénoncent une initiative trop sexiste, le tournoi va tenter de rééquilibrer les choses. En 2006 et 2007, des top modèles masculins sont à leur tour introduits sur le circuit féminin. Une manière de répondre aux critiques et de calmer les accusations de machisme. Aujourd'hui, cela peut paraître assez choquant, mais cette idée n'est pas restée unique dans l'histoire du tennis. En 2014 par exemple, le Rio Open reprend un concept assez similaire. Les organisateurs engagent des hôtesses chargées d'être présentes aux côtés des joueurs lors des changements de côté. C'est d'ailleurs de cette situation qu'est née cette image, celle de Rafa qui donne l'impression qu'il se bat avec ses démons intérieurs. Mais ces initiatives restent assez superficielles. Elles font parler, attirent l'attention, mais dans le fond, cela ne change pas vraiment le tournoi. Pour marquer les esprits, il faudrait quelque chose de plus radical. Quelque chose qui touche directement les joueurs et peut-être le jeu en lui-même. Alors, à l'approche de l'édition du Masters 2012 de Madrid, une idée inédite commence à émerger. Une idée qui va provoquer l'une des plus grandes controverses de ces 20 dernières années, la mise en place d'une terre battue bleue. Für mich was wichtig ist, dass wenn ich mache etwas, dann ich muss gut machen. Today, everything is business in sport. Everything is professional. And we have to accept that. Ich gehe nicht in jede Sache, dass mich die Leute vorschlagen und ich überlege sehr viel, bis ich etwas mache. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre qui est derrière toutes ces stratégies marketing et ces coups de communication, car il y a bien un homme puissant qui connaît parfaitement les rouages du tennis et du business. Son nom, c'est Ion Tiriac. Il ne vous dit peut-être rien, mais sa moustache devenue iconique, vous l'avez sûrement déjà vue quelque part. Ou peut-être avez-vous simplement entendu parler de sa fortune, car aujourd'hui, l'homme d'affaires roumain est tout simplement l'un des plus riches de son pays. Selon Forbes, sa fortune est estimée à plus de 2 milliards de dollars. Et ce milliardaire n'est pas un inconnu dans le monde du tennis. S'il le connaît aussi bien, c'est qu'il y a joué un rôle important. Sur le circuit, il parvient à se hisser parmi les 100 meilleurs joueurs du monde.
Sans jamais briller en simple, il atteindra au mieux la 55e place mondiale. Mais c'est en double qu'il va connaître ses plus grands succès. En 1970, il remporte Roland-Garros aux côtés de son compatriote Ilie Nastase, immense star de l'époque et futur numéro 1 mondial. Au total, il décroche 27 titres en double et dispute également 3 finales de Coupe Davis, toutes perdues face aux États-Unis. Mais déjà, une autre facette de sa personnalité se révèle. Car avant même la fin de sa carrière, Jan Tiriac commence à se positionner en manager de futures pépites. Et celui qu'on retiendra le plus, c'est Boris Becker, pour qui il va devenir à la fois son manager, conseiller et mentor. En 1984, il repère le talent du jeune joueur. Et un an plus tard, Becker remporte Wimbledon à seulement 17 ans, devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire du tournoi. Évidemment, des succès comme ça attire du monde. Et pour Jan Tiriac, c'est le moment de faire ses premiers pas dans le monde des affaires en collaborant avec des marques. Mais très vite, tout va s'enchaîner. Développement du fret à Bucarest, création de la première banque privée du pays, son empire s'étend à une vitesse folle. Télévision, assurance, concession automobile. À ce moment-là, tout lui réussit. Et ça lui ouvre le champ des possibles pour la suite de ses plans. Car Tiriac ne s'est pas contenté de réussir dans les affaires. Il devient aussi un promoteur et un directeur de tournoi extrêmement influent, notamment avec le Romanian Open et surtout avec le Masters de Madrid. Et c'est justement avec ce dernier que tout va basculer. Pour Tiriac, il n'y a qu'une seule vraie surface au tennis, c'est la terre battue. Comme il le dit si bien, le gazon, c'est pour les vaches, le dur pour les voitures et la terre battue pour le tennis. Tiriac a toujours été clair là-dessus. Il veut que son tournoi soit au même niveau que le Grand Chelem de Roland-Garros, que ça soit en termes de prestige qu'en termes de dotation. Alors pour l'édition 2012, il se lance un pari, transformer la terre battue couleur ocre en couleur bleue. Derrière cette idée, l'envie de faire monter les enchères des droits télé. Avec cette couleur, la balle serait beaucoup plus visible à la télévision, plus de téléspectateurs, donc plus de chaînes intéressées et donc des droits télé plus élevés. Mais cette idée n'est pas tombée du ciel du jour au lendemain. En réalité, dès 2009, le tournoi l'avait déjà mis en place, une simple expérimentation destinée à être testée par les joueurs avec la promesse que la terre battue conserverait toutes ses propriétés. Mais Rafael Nadal, l'enfant du pays, avait déjà émis de sérieux doutes. Quería el Open de Madrid dar el último giro innovador al torneo, pero la realidad hace que los jugadores, hoy se han entrenado en ellas, Affini y Soderling, no estén a gusto. Al parecer el bote no deja la huella tan clara como en las pistas de polvo de arcilla tradicional. El cambio no parece tener mucho futuro. La pista de tierra es roja y no es azul. Y yo creo que el tenis no solo es un show business, hay más cosas que valorar, la historia, la tradición, y la tradición dice que la pista es roja. D'abord, rapidement, ça veut dire quoi de la terre battue bleue? Qu'est-ce qui change avec la terre battue traditionnelle? La couleur rouge de la terre battue classique vient surtout de l'oxyde de fer contenu dans l'argile. Alors, on retire les oxydes de fer. Cela enlève donc la couleur rouge naturelle. Résultat, l'argile devient blanche ou très claire. Je passe les étapes suivantes, mais comme la base est blanche, on peut ensuite teindre la terre avec des pigments naturels. C'est ce qui a permis de créer la fameuse terre battue bleue. Bonjour, je suis Gaston Cloupe et j'ai travaillé pendant 20 ans à Roland-Garros à l'entretien des cours. La sensation est extraordinaire parce que j'étais séduit par la qualité de cette terre battue qui n'a pas du tout la même couleur que la terre battue traditionnelle, mais c'est une terre battue traditionnelle, c'est ça l'important. Le joueur a les mêmes sensations, la même qualité, le même rebond que sur une terre battue traditionnelle. We're ready for the future of clay, blue color. Les promesses sont énormes et à première vue, pour ceux qui l'ont foulé avant le début du tournoi, tout semble avoir été fait dans les règles de l'art. Si certains experts la valident, il manque celle des acteurs concernés, autrement dit les joueurs. Et là, eh bien, c'est pas si évident que ça. You know, my opinion is that it's different. There is certain differences in blue clay comparing to the red clay. The only thing that is a little bit disappointing from a player's standpoint is that you know, this was decided without players agreeing on it. This year obviously a bit different. We've got some blue clay coming. It's the first tournament back for me on clay, and it's a tricky one, especially knowing how well all the other players are already playing. But I hope I get through the early rounds and then hopefully find my range and start to play really great tennis.
J'aime les changements quand ils apportent des progrès. Ce qui fait un grand tournoi, c'est l'histoire du tennis. Donc à mon avis, tout ça est une erreur. Mais c'est toujours pareil, non? Les joueurs ne comptent pas. Ils n'ont rien à gagner dans tout ça. Une seule personne y gagne quelque chose, le propriétaire du tournoi. Un Big Three pas convaincu, ce n'est pas vraiment un bon point. Vouloir mettre en place une modification aussi importante conjointement avec l'ATP sans y informer à aucun moment les joueurs les plus bankable du circuit, c'est une erreur qui va lui coûter très cher. Mais on y reviendra le moment voulu. Each player that they try, they say it's perfect, is much better than the red. There's not any difference of the bouncing of the ball or of the game over, and it's going to be much better for television and everybody else. We are a young tournament. We have only 10 years. And we achieve in 10 years, I believe, more than other people achieve in 50. Comment alors cela pourrait-il tourner au fiasco? En huitième de finale, Nadal affronte son compatriote Fernando Verdasco. L'Autorone Manacor a été finaliste l'an passé. C'est une terre qu'il connaît bien habituellement et qu'il maîtrise. Mais rien ne se passe comme prévu. Le court est une véritable patinoire. Dans le dernier set, il concède même 5 jeux de suite sans arriver à se rebeller. Verdasco bat Nadal pour la première fois après 13 revers. Plus choquant encore, c'est sa 7e défaite sur terre battue en 7 ans. C'est pour dire l'anomalie de ce qui vient de se passer. I wasn't enough good to adapt my game to this court. If the things continues like this, I'm very sad, but next year will be one less tournament in my calendar. Le numéro 2 mondial est éliminé et l'hécatombe va continuer dès le lendemain. En quart de finale, Djokovic, numéro 1 mondial, affronte un autre Serbe, Tipsarevic, 8e mondial. Ce match est un calvaire. Même discours pour Djokovic, si cela ne change pas, il ne remettra plus jamais les pieds a Madrid. Io con tutto rispetto per il signor Nadal, che è un gran campeón, por il signor Federer, che non solo campeón, un gran artista sobre la cancha, todo le puedo apreciar los comentarios, pero non lo devo aceptar porque con todo respeto, los jugadores vienen y va, et le tennis se queda. Rendez-vous compte, le numéro 1 et 2 mondial, les 2 derniers finalistes sont éliminés avant même le dernier carré. Mais Tiriac n'en a rien à faire et maintient sa position. Heureusement pour Ion, Federer va lui éviter le fiasco total. Le Suisse va réussir plus ou moins à dompter cette terre bleue pour se faufiler en finale. Ce jour-là, il va devoir livrer bataille face à Thomas Berdych. Ce sera son 20e Masters 1000. Tough conditions, obviously, as we know, is slippery and stuff, and I could have lost in the first round. So this is always special, winning a title, 7-5 in the third, you know, when things get tough, and, you know, crowds are amazing, and I'm very happy. Chez les femmes, c'est Serena Williams qui l'emportera. D'ailleurs, si j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est que personne ne s'est vraiment plaint sur le circuit féminin. Enfin si, Serena avait réagi aux réclamations des hommes avec un air un peu moqueur. Les femmes sont beaucoup plus dures que les hommes. Nous les dames, on ne se plaint pas. Nous faisons juste de notre mieux. Si avec les victoires de ces superstars, on pourrait penser que l'incendie va s'éteindre, Ion Tiriac va découvrir que se mettre à dos les meilleurs joueurs du monde peut avoir de graves conséquences. Voilà plusieurs mois que la question est en suspens. Qui doit obtenir gain de cause? Comment maintenir le standing du tournoi sans ces têtes d'affiche? Il ne va pas falloir attendre longtemps pour le savoir, car au courant du mois de juin 2012, l'ATP va prendre une grande décision. Après un examen minutieux, j'ai décidé que les cours de terre battue bleue ne seraient pas autorisés la saison prochaine. Je crois en l'innovation en tant que moyen d'améliorer notre sport, et je reconnais que la terre battue bleue a amélioré la visibilité à la télévision. Maintenant, il est clair que des problèmes existaient quant à la qualité des cours à Madrid, ce qui n'est pas acceptable pour un Masters 1000. Le Big Three aura finalement obtenu gain de cause. Plus de terre battue bleue à Madrid. Est-ce que cette idée pourrait revenir aujourd'hui ? Eh bien, rien n'est totalement impossible. Le président du tournoi, Tsobanian, a déjà évoqué son envie de relancer l'expérience. À l'époque, le projet avait été abandonné trop vite, dans un contexte de tension et d'essais encore mal maîtrisés. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et les cours sont mieux gérés et entretenus. Et sur le plan visuel, l'idée reste séduisante. Une meilleure lisibilité à la télévision, une identité forte et un spectacle
différent. Reste une question essentielle, le tennis est-il prêt à retenter l'expérience sans répéter les erreurs du passé? Seul l'avenir nous le dira.